Je vais vous révéler les secrets du portrait à l'huile en partant de la tâche, illustrée par le portrait d'Arkhip Quinji d'après Ivan Kramskoy. Nous allons commencer le travail par les tâches principales. Autrement dit, si l'on regarde bien, il y a essentiellement deux grandes tâches, la tâche du visage et la tâche des cheveux et de la barbe. Et, en conséquence, je me débarrasse tout de suite du fond blanc. En conséquence, l'une des tâches principales et prioritaires est d'enlever la couleur blanche sur la toile, car notre vision, notre œil réagit à tout ce qui nous entoure en fonction des autres éléments. C'est-à-dire que si nous peignons un portrait sur une toile noire, toutes les couleurs sembleront plus claires, plus vives. Si nous peignons sur une toile blanche, toutes les couleurs paraissent très sombres et, inconsciemment, nous voulons tout rendre plus clair. C'est justement pour cette raison que les débutants obtiennent souvent un portrait, ou même des tableaux en général, qui sont plus ternes, plus clairs, tirant vers le blanc. Je commence mon travail avec une consistance très liquide, c'est-à-dire que je dilue la peinture à l'huile avec un diluant. J'utilise un diluant sans odeur Malevich, qui ne contient ni huile ni vernis. Cela permet à la peinture de sécher assez rapidement et en une seule session, on peut réaliser un tableau assez détaillé et en plus en plusieurs couches. Parce que lorsque l'on fait la première couche de manière assez liquide et fine, elle sèche très rapidement. Lorsque vous commencez à appliquer les couches suivantes de façon plus épaisse, elles ne se mélangent pas beaucoup avec le fond, ce qui vous permet de contrôler le processus. Un autre point très important, lorsque vous travaillez avec le pinceau, gardez un chiffon dans l'autre main pour essuyer constamment le pinceau. Parce que lorsque nous travaillons avec le pinceau sur la toile, nous salissons inévitablement le pinceau. Et, en conséquence, la couleur que nous voulions ajouter disparaît. Il faut absolument l'essuyer. Le pinceau doit toujours être essuyé avec un chiffon et ensuite recharger le pinceau en couleur. Voilà, alors regardez, pendant que je vous expliquais tout ça en introduction, j'ai déjà esquissé la silhouette et, en gros, les principaux traits de la forme du visage. On commence par les principales tâches, puis on travaille par contraste en plaçant d'abord les zones les plus sombres, puis les plus claires. C'est l'approche la plus simple, parce que vous voyez bien ces contrastes. En fait, le plus difficile dans un portrait, ce sont les demi-teintes. Le plus difficile, c'est de trouver les relations tonales exactes. Et bien sûr, ce n'est pas facile non plus de trouver les proportions exactes. Mais de nos jours, on peut toujours vérifier les proportions à l'aide de différents appareils numériques, comme un téléphone ou une tablette. C'est-à-dire que c'est déjà plus facile en général à corriger. Plus facile, plus précis de se vérifier soi-même, mais les relations tonales relèvent surtout de votre expérience en peinture de portrait, voire de tableau en général. Autrement dit, plus vous pratiquerez, plus vous peindrez, plus vous verrez, plus précisément vous percevrez les relations tonales, plus finement vous les distinguerez. Après avoir posé les principales tâches, j'ai ajouté les contrastes les plus clairs et foncés. J'ai posé les creux des yeux, l'ombre sous le nez et les lèvres. Lors de la mise en place des formes principales du visage, on peut se guider ici par une proportion de base. Ce visage est divisé en trois parties à peu près égales, du front, de l'endroit où commencent les cheveux, jusqu'aux sourcils. Les sourcils à la base du nez, puis jusqu'au menton. Comme ça. En moyenne, cela fait environ trois parties égales. Il existe différents angles de vue et visage. Certains ont un grand front, d'autres un grand menton, etc. Mais en connaissant cette proportion, vous pouvez voir quel type de visage vous avez et, en conséquence, le reproduire approximativement sur la toile. J'ai placé les éléments et formes principales, pour l'instant grossièrement. Les yeux ne sont qu'une tâche, les sourcils et le nez restent simples pour l'instant, mais les tons sont déjà plus précis qu'au début. Dès le début, j'ajoute des nuances froides alors que j'avais commencé avec des tons chauds. C'est beaucoup plus simple parce que, d'abord, il est beaucoup plus facile de corriger les tons chauds et ensuite ils sont plus proches, en quelque sorte, du résultat final de notre portrait. Voilà, et ensuite je commence à ajouter des nuances froides. Par exemple, j'ai ajouté un peu de bleu dans le sourcil, un peu de vert quelque part. Au début, ajoutez toutes ces nuances de façon plus audacieuse, en plus grande quantité, parce qu'en affinant, elles vont forcément diminuer, devenir moins nombreuses, moins visibles. C'est pourquoi il est important au début de travailler avec plus d'audace, d'ajouter plus de nuances, plus de tout ce qui, par exemple,
n'est pratiquement même pas visible, comme des verts, des bleus, etc. J'ai déjà commencé à préciser la tonalité du visage en ajoutant des tons plus rosés et foncés. C'est-à-dire qu'au départ, notre ton, qui semblait sombre au début, quand on a posé tout le foncé autour, il est déjà devenu trop clair. Je l'ai assombri à nouveau en ajoutant des couleurs froides. Les nuances froides, c'est tout simplement indispensable. Ça apporte vraiment de la richesse au visage. Elles sont déjà présentes sur le visage, mais par exemple, moi dans mes travaux, je les accentue souvent. C'est-à-dire les nuances verdâtres qui sont là, elles sont un peu pêche verdâtre, en quelque sorte. Donc la couleur de la peau avec une nuance verdâtre, plus qu'en réalité. J'ajoute encore plus de vert directement. Parfois, j'ajoute des teintes plus bleues, parfois plus violettes, là où en réalité il n'y en a pas vraiment. Mais le fait est que, même si vous voulez faire un portrait réaliste, au début, vous pouvez ajouter ces couleurs plus audacieusement. Et ensuite, petit à petit, en affinant les tons, vous allez préciser la couleur et ces teintes vont diminuer. Mais à certains endroits, elles vont transparaître et ça donnera un très bel effet. Alors, il s'est passé... Ah, c'est une vidéo. Qu'est-ce qui fait le charme de cette vidéo? Vous remarquerez que je n'accélère pas le processus. Absolument, nulle part. Et je n'ai rien coupé. Eh bien, à l'exception de quelques coups de pinceau, peut-être, qui ne signifient absolument rien. Je n'ai coupé que les moments où mon pinceau sort du cadre pour reprendre de la peinture, quand je le retire de l'écran. J'ai coupé tous ces moments-là. J'ai coupé plusieurs heures pour vous, pour que ce ne soit pas trop ennuyeux à regarder longtemps. Ce portrait m'a pris environ 1 h et 15 minutes. C'est ce que la caméra a filmé. J'ai aussi retouché un peu après, sans filmer. Au total, ça m'a pris environ 2 heures. C'est assez long. Eh bien, pour une vidéo sur YouTube, bien sûr, ce sera probablement long à regarder. Seuls ceux qui veulent vraiment apprendre pourront probablement regarder de telles vidéos. Eh bien, 15 minutes, je pense que beaucoup de gens apprécieront de regarder, même ceux qui ne vont pas répéter ou apprendre eux-mêmes. Si jamais vous refaites ce travail en me suivant, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez aussi réduire la vitesse. En général, faites comme cela vous convient. Voilà, regardez progressivement. Plus précisément, je voulais dire pourquoi j'en suis venu à parler du temps. Ce qui vient de passer sur ma vidéo a duré environ 8 minutes. Et j'ai déjà terminé le portrait. En réalité, il s'est probablement écoulé environ 30 minutes. Oui, environ 30 minutes, je pense, pas plus, parce que ces premières étapes sont plus rapides. Ensuite, les précisions, les détails prennent, bien sûr, beaucoup plus de temps. D'habitude, vous savez, quand je monte une vidéo courte, d'1 minute, il se trouve que la première partie du portrait, que j'ai réalisée en 10 ou 15 minutes, prend environ 40 secondes dans la vidéo. Et tout le reste du temps, parfois plusieurs heures, tient en 20 secondes dans cette courte vidéo. Parce que là, c'est déjà un travail très subtil, c'est-à-dire de petits mouvements, des ajouts, des corrections. Voilà, et maintenant, vous voyez, les étapes commencent déjà avec un pinceau fin. Des précisions, des ajouts. Dans ce portrait, j'avais pour tâche de me rapprocher au maximum de l'original. Je n'ai pas voulu trop l'estomper, ni le rendre trop, disons, ennuyeux. Mais pour les couleurs, les tons, la forme, la ressemblance, j'ai essayé de m'approcher au maximum. C'est pourquoi je travaille beaucoup avec un pinceau fin, un pinceau moyen. Mais si par exemple je faisais simplement un portrait d'après photo, que je fais pour moi-même, alors là bien sûr, je travaille presque toujours surtout avec un gros pinceau. Avec un gros pinceau et j'utilise un petit pinceau seulement un peu pour certains accents. Je n'aime pas trop les détails. J'aime transmettre le caractère et l'énergie de façon large et expressive. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes œuvres. Voilà, à cette étape, le travail est en fait le plus important, je dirais. Enfin, comment dire, important. Comment ça se passe? Au début, ouais, on pose la base, le fondement, une sorte de socle. Et en fait, la relation tonale, c'est important pour la ressemblance, la composition et le ton. Voilà. Pourquoi l'étape finale est-elle importante? Elle est plus compliquée, du moins pour moi. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut ajouter des détails et de la précision. C'est donc un travail minutieux. C'est un travail plus calme, plus concentré. Et certains détails comme ça peuvent ajouter du caractère, de la profondeur et bien sûr du réalisme.
Je pensais que cette étape était la plus importante, mais ce n'est sans doute pas vrai. Toutes les étapes sont importantes, chacune à sa manière. Cela dépend probablement des tâches. Dans mon cas, cette étape finale était très importante parce que je voulais vous transmettre la précision et montrer qu'avec des tâches, vous pouvez réaliser n'importe quel portrait avec précision. Vous pouvez le faire de façon plus libre, avec de l'abstraction, c'est-à-dire de façon plus abstraite, pour exprimer une émotion ou un état, ou vous pouvez le faire comme ceci, de manière détaillée, précise, réaliste. De plus, vous pouvez aller encore plus loin avec ce portrait vers l'hyperréalisme, si vous le souhaitez. Eh bien, ce n'est évidemment plus mon domaine. Je m'arrête sur un style comme celui des itinérants, c'est-à-dire le réalisme. Quand tu regardes de loin, c'est presque comme une photo. Et de près, quand tu regardes, il y a de grands coups de pinceau, des mouvements, des couleurs assez saisissantes, visibles, vives. En général, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que je peux encore dire dans cette vidéo? Je vais probablement vous parler du fait que j'ai maintenant une nouvelle formule de formation qui s'appelle le mentorat. J'ai, en principe, un cours en ligne qui comprend plus de 50 vidéos de formation allant des plus simples aux plus complexes. En ce moment, j'ai l'impression que c'est difficile pour les gens. Se concentrer et apprendre seul est devenu plus compliqué. Étudier toutes ces vidéos, c'est travailler seul avec l'information. Et en conséquence, j'ai commencé cette année-là à faire du mentorat en ligne. Accompagnement en ligne d'une personne, en fait. L'avantage ici, c'est que nous décidons de ce que nous allons faire, de ce que nous allons dessiner, le sujet et le style, en fonction des besoins de la personne. Tout d'abord, c'est-à-dire une approche individuelle, parce que chacun a ses propres envies, ses propres, capacités, son goût, son style. Et en conséquence, il faut d'abord comprendre pour soi-même, pour la personne, ce qu'elle a envie de faire. Voilà, je comprends pour moi-même comment être utile, et le processus consiste en ce que, finalement, nous choisissons, par exemple, différents sujets. L'élève peint ses sujets, il me les envoie à différentes étapes pour me montrer son travail et je les lui commente. Parfois, je fais une vidéo avec une tablette. Je montre comment on peut corriger, ajouter, modifier. Et, en conséquence, j'envoie cela à l'élève. Il reçoit un retour. Ensuite, il travaille sur l'étape suivante. Ce travail, dans l'ensemble, s'est avéré efficace, et pour moi aussi. Il était important pour moi de comprendre si cela allait m'intéresser, et si je pourrais apporter la même valeur, comme je le fais lors des cours en présentiel. Et dans l'ensemble, je peux dire qu'il y a un résultat, un très bon résultat même. Bien sûr, tout dépend de l'élève et de sa motivation, mais en étant en contact, la motivation est souvent plus forte. Donc, si cela vous intéresse, écrivez-moi, posez vos questions. Nous pouvons adapter le format de manière assez flexible, pour qu'il y ait différentes longueurs, différents sujets, et ainsi de suite. En général, tout cela est possible. La suite arrive. Il faudra trouver des axes communs et utiles. On approche de la fin, il ne me reste que quelques détails. J'espère que la vidéo vous a paru intéressante et utile. Si vous refaites ce qui est montré dans cette vidéo pour vous entraîner, envoyez-moi absolument vos résultats en message privé ou identifiez-moi sur les réseaux sociaux pour me montrer ce que vous avez réussi à faire grâce à cette vidéo. Quel est votre résultat? Ce serait intéressant à voir. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse seul pour ces 10 dernières secondes, sûrement. Bonne chance et beaucoup de succès créatif.